Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour, aujourd'hui on reçoit Youssef Benadou qui est CTO de Germinal. Salut Youssef, merci de te joindre à nous pour ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Yes, hello Xavier, je vais me présenter. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Youssef Benadou. Ça fait 10 ans que je travaille dans la tech et depuis quelques mois, j'ai la chance d'être tech lead CTO chez Germinal dans une structure full remote. Et c'est une première pour moi, même si avant de rejoindre Germinal, je travaillais pour le groupe Leroy Merlin, ADO, et ça faisait 1 an et demi qu'on était au remote. Et j'expliquerai pourquoi je les ai quittés. Je pense que c'est intéressant par rapport à ça. Donc, on a appris à travailler pendant 1 an en full remote. Et avant ça, donc, j'ai travaillé pour soit des startups, soit des grands groupes. Ça peut être Nexity, ou d'autres plus petites startups, etc. Et j'ai fait aussi, au tout début de ma carrière, j'ai fait 1 an des 16-2i, où j'ai sorti d'école. Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire plus un peu sur Germinal ? Yes. Donc, Germinal, c'est une boîte qui est très connue, qui était très connue pour le service, pour aider les boîtes à réussir marketing, à les aider à se lancer, et en faisant des missions commando d'1 mois où on faisait du ghost pour eux sur des sujets assez spécifiques. Et au bout d'1 mois, on leur dit, bah voilà ce qu'on a fait, voilà les leçons qu'on a fait par rapport à votre business, et on vous donne les clés, on vous donne les moyens de continuer après. Donc ça, c'était vraiment le cœur d'âme de Germinal, c'était d'aider les business à croître. En mode agence du coup, en fait. En mode agence. Et il y avait toujours cet objectif aussi d'aider les grands groupes, comme les petits groupes, comme les petits entrepreneurs, etc., les petites entreprises. Mais la réalité des choses, c'est qu'on fait du service. Au final, on fait que du grand groupe, on fait que des gros tickets. Parce que l'expertise augmente, les besoins sont beaucoup plus pointus et on se retrouve à ne travailler que pour ces gens-là. Donc, il y avait déjà cette problématique-là qui tenait à cœur à nos co-founders, à Grégoire et Paco. Et il y avait aussi un deuxième élément qui était, je pense, toujours l'envie chez eux de créer un produit. Parce qu'un produit, ça scale. Une agence, ça scale, mais avec des personnes. Ce qui est très difficile, très dur, humainement, etc. Et qui n'est pas forcément, quand on essaie de faire une entreprise assez humaine, quelque chose d'assez facile à réaliser. C'est très, très challengeant. Donc, il y a cet aspect-là. Et donc, il y a le Covid qui arrive, comme beaucoup de gens, confinement. Les grands groupes sont un peu plus frileux pour faire du marketing dans le premier confinement. C'est un petit peu la panique pour beaucoup d'entreprises. Et de ce point de vue-là, Grégoire a un petit peu une vision assez claire. Il veut lancer un produit pour aider les entrepreneurs. Ok. Et vous étiez donc sur la V1 de Germinal, la version précédente, on va dire. Vous étiez en remote aussi ou vous aviez parce que il y avait des locaux à Paris, c'est ça ? Il y a des locaux à Paris, exactement. Et en fait, quand on lance l'antichambre, produit qui aide les entrepreneurs à réussir leur projet, en leur donnant de la formation, du coaching, etc. Ça commence full remote. Ça commence tout de suite. Et l'entreprise, comme certaines startups décident à ce moment-là de se dire, OK, le monde change, on a une maladie mondiale, bah, on va décider quand même tout de suite de passer en full remote. Et ça va être notre nouvelle culture d'entreprise. Ok. C'est assez ambitieux, qui avait été fait par Grégoire et qui avait été fait aussi par Kevin, notre DRH. Donc, voilà. Et ce qui fait, entre guillemets, mon arrivée chez Germinal qui est fortement liée au full remote. Et je suis pas la seule personne qui rejoint Germinal après, de par cet élément-là. Comme tu disais, du coup, du coup, c'est intéressant parce que c'est une transition qui a été à première vue assez rapide, avec en plus des nouveaux arrivants. Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis aussi ? Ou est-ce que ça s'est fait ? Comment ils ont mis en place un process pour Alors, déjà, on dort même du full remote. Je pense que ça ne rentre même pas dans cet aspect-là. C'est vraiment lié au fait qu'on a pivoté, qu'on a changé complètement de stratégie, de cœur d'entreprise. Ouais. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui se sont pas retrouvés, ou il y a beaucoup de gens qui n'avaient plus les compétences adéquates. Donc il y a eu une forte transition là-dessus. Et ça, que tu proposes du télétravail ou pas à tes collègues, ça n'aura que très peu d'effet. C'est-à-dire que si le cœur de travail que tu avais, que tes salariés se retrouvaient dedans et qu'ils aimaient, qu'ils changent, eh ben c'est normal qu'ils partent. Tu peux
je peux leur promettre des conditions de travail extraordinaires. De ce point de vue-là, ils partiront. Ouais, je comprends. Ok. Et d'accord. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est un pivot quand même assez fort. Passer du service à du produit et puis aussi changer les méthodes de travail. Et du coup, comment est-ce que toi t'as vécu ça en arrivant? Qu'est-ce que t'as mis en place quand t'es arrivé du coup en tant que CTO? Ok. Donc, quand je suis arrivé, il y a déjà, je pense que souvent on peut donner et voir comme le télétravail comme une problématique et en fait, c'est juste mal diagnostiquer la chose et c'est des problématiques en fait de type produit, projet très classiques qui sont là, qui peuvent faire que ça ne marche pas sur l'instant T et on va dire ah non, c'est parce qu'on est à distance. Non, non, non. Vous seriez dans des bureaux côte à côte, ça ne marcherait pas pour autant. T'as un Donc, exemple par exemple? T'as quelque chose en tête? euh, je peux, oui, très facilement. Je peux donner un exemple assez générique. Euh, le fait est qu'on n'arrive pas à délivrer. On va peut-être se dire que c'est une problématique parce que l'équipe communique mal. Et en fait, Ouais. l'équipe communique mal, pas parce qu'elle est à distance, mais parce qu'elle n'a pas tous les outils qui aident à la communication, type le visual management. C'est-à-dire, quand on discute, quand on parle, on a nos stories qui sont affichées, qui sont partagées. L'équipe tech peut voir en même temps les critères d'acceptance. Et ben, le fait de faire tout ça à l'oral, qu'on soit à distance ou au physique, fait qu'il y a de la compréhension, fait qu'il y a de l'échec. Le fait que quand on développe des gros agréments pendant 2, 3 semaines, un développeur qui est dans Ouais. son tunnel, il va être dans l'échec. Et donc tout ça, si tu n'as pas corrigé ces problématiques-là, en fait, tu ne peux pas dire le télétravail ou le full remote ne marche pas pour moi. Non, non, c'est juste que tu as des problématiques de management produit classique. Et donc, il faut Ouais, je corriger tous comprends. ces éléments-là. Et donc, on a vraiment travaillé sur la méthodologie produit. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé au début, c'est que Germinal, ils passaient du service, donc ils n'avaient pas une culture produit très forte en termes de Ouais. management produit au côté tech. Donc, il y avait énormément de difficultés à shipper en dehors de la partie no-code. C'est-à-dire que la partie no-code existait, elle a été faite très rapidement, mais dès qu'ils ont voulu construire leur produit de zéro en termes de code au début, avec l'équipe qui était en place, il y avait énormément de difficultés parce qu'il n'y avait pas cette culture produit qu'il fallait mettre en place. C'est combien de personnes l'équipe tech chez Germinal? Donc là, on va être 5 personnes ce mois-ci, à la fin D'accord. du mois, et on va recruter encore une 6e personne qui sera ouverte pour, j'en profite pour faire un petit peu de pub, pour un développeur junior. Donc voilà. Ça Ça aussi, marche. Ok. c'est un élément important pour moi d'avoir une part d'éléments juniors d'entreprise parce qu'il y a plein d'éléments positifs à avoir des développeurs juniors dans une équipe. Ok. Et du coup, en tout, les effectifs de Germinal, c'est combien de personnes? Là, actuellement, on est entre 20 à 30. Ok. Et tout le monde est en remote. Tout le monde est en remote. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ceux qui veulent aller travailler dans les locaux peuvent le faire. Donc, il y a aussi quelque chose qui était important pour moi et qui existe chez Jaminal quand je suis arrivé. Parce que moi, avant d'arriver chez Jaminal, j'étais chez Laurent Merlin, je travaillais sur un projet très sexy, très intéressant. Mais au bout d'un an et demi, ils nous ont annoncé que bah, le full remote, c'est fini. On vous donne 2 jours par semaine. Ouais. Et 2 jours par semaine, moi, ça marchait plus. Ça marchait plus parce que je me suis habitué à ce rythme-là, cette méthodologie-là, un épanouissement personnel qui fait que j'étais meilleur dans mon travail et que je voulais continuer. Donc, le full remote, ça va pas être un argument suffisant pour signer quelqu'un, mais dans un champ de start-up ou d'entreprise assez génial, c'est un argument qui plaît à beaucoup, beaucoup de gens. Ah, d'accord. Alors attends, parce que là, il y a plein de choses intéressantes aussi. Donc là, t'es en poste chez Germinal en full remote, mais du coup, avant à Leroy Merlin, t'as fait 1 an et demi de full remote, c'est ça? Yes, un an, on va dire, et Un an. à la fin de la deuxième, troisième vague, plutôt la troisième vague, on nous annonce que, eh ben, il va falloir revenir quelques jours sur site et que et c'est pas un problème, je suis pas en train de dire que c'est mal ce qu'ils font, mais dans l'ADN de Laura Merlin, c'est le contact direct. Et donc, on ne pourra pas aller plus D'accord. loin que à 2 jours de télétravail dans l'entreprise par semaine. Ok, ils avaient passé tout le monde en full remote avec le Covid, de force, et puis là, vu que ça s'est calmé, et que voilà, ils ont dit on revient sur site, quoi, c'est ça? Donc du coup, toi, ça C'est t'allait plus et t'es parti. C'est ça? Ok. Voilà, exactement. Et c'est vraiment l'unique raison qui a fait que je suis parti. Ok, intéressant. Donc voilà. Et donc pour toi,
pour toi, c'est un avantage de ce que tu disais. C'est aussi un avantage parce que là tu parlais de recrutement. C'est aussi un avantage d'après toi pour le recrutement. Tu penses que c'est plus attractif en ce moment de recruter par exemple des jeunes développeurs par exemple en full remote? Alors, pour moi, le full remote, pour un jeune développeur, si l'entreprise sait faire du full remote, sait travailler, après on pourra parler de comment on sait travailler en full remote, etc., quels sont peut-être les petits conseils qu'on peut avoir Ouais, là-dessus, mais si l'entreprise sait le faire, c'est pas un argument de différenciation. Même plutôt le junior risque d'avoir peur, de se dire, bah, si j'arrive dans une boîte en full remote, je n'aurai pas l'accompagnement qu'il faut. Il y a encore, comment dire, il y a encore des mauvaises croyances par rapport au full remote où on ne sait pas travailler en équipe, on ne sait pas faire monter les gens en compétences, etc. Et on est isolé parce qu'il y a eu beaucoup de situations où ça s'est très mal passé. Donc voilà. Donc je pense que même que ça peut être difficile de recruter des juniors en full remote de par des idées conçues là-dessus. Donc voilà. Mais je pense que pour des développeurs seniors, bah, au lieu de recruter, je sais pas si j'ai une startup lilloise, je peux m'ouvrir déjà un pool plus grand de développeurs. Si je suis une ouais. startup parisienne, pareil. Et, euh, et on peut, il y a quelque chose d'assez gratifiant. Si on arrive dans une entreprise sur du full remote, en plus une entreprise qui peut peut-être recruter sur différents pays, eh ben, ça veut dire quand même qu'on a réussi sur une échelle assez grande à être la personne sélectionnée. Et donc, ça veut dire que quand même, on a énormément de confiance par rapport aux gens qui nous recrutent pour réussir notre mission. Et ça, c'est un argument qu'il faut quand même avoir psychologiquement quand on arrive dans une entreprise. Ok, donc il y a du Voilà. positif et du négatif quoi. D'un côté, ça peut Oui, être un oui, je peu pense. un frein pour un junior, mais de l'autre côté, toi en tant que tech lead, ça te permet d'augmenter ton bassin de recrutement et de pas te limiter à ta ville, tout ça quoi. Exactement. Exactement. Du coup, ouais, rentrons un peu dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous vous organisez au quotidien pour faire du remote proprement, on va dire, enfin pour bien faire du full remote? Quels sont les moyens que vous avez mis en place en termes de communication, en termes de gestion de projet, tous ces trucs-là, ça a l'air On très a, intéressant. on n'a pas de méthodologie. Euh, je ne sais pas, je ne peux pas te dire le degré d'impact qu'elles auront là-dessus, mais je veux te dire les méthodologies que nous on fait et qui marchent plutôt bien. Bon, Grégoire avait poussé ça, c'était assez important dans l'entreprise, c'était d'avoir vraiment zéro mail ouvert à la fin de la matinée. C'est-à-dire qu'à un moment de la journée, on a son petit créneau, on a répondu à tous les emails. Déjà, c'est une première chose, d'avoir ce rituel-là et de ne plus être après tourmenté par ces emails. Donc il y a deux effets. Il y a Ok. l'effet que c'est qu'on a répondu, on s'est donné tous les jours à répondre. Et il y a aussi cet aspect qu'on n'est plus tourmenté par ces notifications et ces emails après le reste de la journée. La deuxième chose, bah, c'est classiquement on travaille sur Slack. Ouais. Euh, donc sur Slack, on a comme devoir à la fin de journée d'avoir répondu à toutes les questions que nos collègues ont pu nous poser sur Slack. Donc pas de souci si à un moment tu as des deep zones où tu te donnes des moments vraiment où je travaille et je coupe toutes mes notifications, pas de problème. Mais tu te garantis aussi dans une journée de répondre à toutes les questions que tu as eues sur ton Slack. On ne laisse personne sur le carreau. Que ça serait même de dire, bah en fait j'ai pas la réponse à ce que tu poses, parce que la personne elle est en attente, elle ne sait pas si en fait on ne l'a pas vu, etc. Ouais. Donc il y a ces éléments-là. On travaille beaucoup, c'est sur l'affluence de Kevin, sur tout ce qui est asynchrone, pour faire des comptes rendus asynchrones. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas pu voir des réunions, ils ont le compte rendu à chaque fois des réunions, deux, trois bullet points des actions qui ont été prises. On a une page où on peut voir chaque jour les nouvelles réunions et les comptes rendus d'actions qui sont complètement transparentes sur notre Notion. Et donc, tu peux, si je me connecte, moi je suis en congé une semaine, je reviens, je peux voir toute la semaine un petit peu cette timeline de réunions qu'il y a pu y avoir et des actions qui ont été prises, etc. dedans. Donc, il y a tous ces aspects-là. Le deuxième élément, c'est nous, l'équipe produit, on a un daily, c'est assez classique, tous les matins, où on parcourt notre backlog et Ok. chacun donne les actions de la veille, les actions d'aujourd'hui, les points de blocage. Le daily, c'est un élément, on passe 15 minutes, mais il doit être extrêmement efficace et doit être extrêmement bien facilité. Ça, c'est vraiment important pour en tirer tous les éléments positifs que peut avoir un daily. Alors, je suis d'accord qu'il peut y avoir d'autres méthodologies, on peut ne pas aimer le daily, je rentre pas dans cette discussion-là. Mais si on fait bien un daily, il y a quand même, c'est comme une solution qui marche, une stratégie qui marche pour la communication. Ouais, en fait, c'est intéressant parce que il y a plusieurs choses qui sont pour moi intéressantes quand pour un métier de développeur. Enfin, un métier qui demande de la concentration en général, c'est vrai que les emails ou les notifications, ça peut être très vite polluant. Et le côté, je gère tous mes trucs avant midi et comme ça j'ai l'après-midi tranquille pour me focus sur quelque chose, c'est hyper intéressant. Alors tu parlais d'asynchrone et en même temps tu parles de daily. Du coup, comment est-ce que vous gérez la balance entre les deux et est-ce que par exemple t'as des employés qui n'ont pas le même rythme que toi qui travaillent par exemple je sais pas plus tôt le matin, plus tard le soir, du moment qu'ils répondent par exemple à 18h à toutes les questions sur Slack, à tous les mails, est-ce que c'est bon Nous, ou... on a comme règle plus ou moins 4 heures de décalage.
Voilà, par rapport à l'heure GMT France. Ok. Donc, on a même des collègues qui travaillent à Dubaï, on a des collègues qui travaillent ailleurs, etc. Donc, il doit y avoir plus ou moins 4 heures de décalage. Euh, alors, c'est pas grave s'il n'y a pas de réponse à l'instant T. Mais alors, je veux plus parler de l'équipe tech produit. Pour moi, un développeur ne doit jamais se sentir seul et isolé. Donc, s'il reste Ouais. bloqué, si on a un décalage tellement énorme qu'il reste bloqué 6-7 heures, c'est une catastrophe. Donc, certes, on ne doit pas répondre instantanément. On n'a pas un Discord où on est tous connectés, tous en même temps. Ça aurait pu être un choix qu'on a pu faire, c'est-à-dire mettre un Discord. Je l'ai déjà fait dans notre entreprise, où on est tous connectés dessus et on peut tous se répondre à des horaires de bureau. On n'a pas fait ce choix-là, mais il y a la bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans l'extrême opposé. C'est-à-dire que quand même, il y a une garantie que les équipes sont là et qu'on aura une réponse. Si j'ai une code review à faire, ben, je la pose sur le Slack. Je sais qu'en général, dans les 15, une demi-heure après, elle aura été faite par les autres développeurs de l'équipe. Si j'ai un point de problématique, je sais qu'ils me répondront dans les 15, une demi-heure qui suivent, quasiment. Et donc voilà, on n'a jamais eu vraiment de problème Ok. là-dessus, on est resté là-dessus. Alors bien sûr, une personne peut décider, parce que nous, je sais pas, moi je peux aller par exemple, moi je vais déposer mes enfants à l'école, donc je sais que j'ai un petit trou, je vais les chercher, etc. à l'heure, je les récupère à 16 heures. Bah, ils savent que je suis pas là pendant cette demi-heure-là et ils n'auront pas de réponse là-dessus. Donc voilà, moi j'ai même des horaires de sport dans la journée. Je sais que le lundi matin, je fais de 9 heures à 11 heures du sport et c'est dans mon agenda, ils le savent. Ok. Donc c'est quand même relativement synchrone en termes de, c'est-à-dire que vous avez un petit décalage de 1 heure max, on va dire, sur une question. Si je balance une question sur le Slack, dans 1 heure j'ai une réponse, quoi. On n'est pas, on va, quand je parle d'asynchrone, ça va être vraiment sur d'autres choses, sur des réunions, sur des discussions qu'on peut avoir. On peut les avoir sur Notion, sans se parler les uns les autres, sans faire de réunion. On va, là, je vais commencer à lancer un truc sur Notion. Par exemple, c'est ce qui s'est fait actuellement. On a le lead product manager qui a proposé un nouveau template pour les bugs. On n'a pas fait une réunion là-dessus. Il l'a rédigé sur Notion. On discute via commentaire et ça se fait D'accord. au fil de l'eau dans la journée. Ok. Et vraiment, c'est un petit peu aussi par rapport à l'agilité. On va toujours privilégier les échanges directs plutôt que les process ou les méthodologies. C'est-à-dire que si tu as mis un truc, une note de blog, tu as mis un truc et que tu attends des feedbacks et que personne n'a des feedbacks, n'attends pas le lendemain pour le dire ou n'attends pas, OK, on a notre aide d'asynchrone, les gens doivent répondre. Non, pousse ta petite violente, pousse ton petit coup de gueule sur le Slack, dis bah attendez, qu'est-ce qui se passe? J'attends des retours, faites-le. Donc non plus, il faut jamais être extrême dans les process et toujours privilégier les échanges directs. Et je trouve que ça c'est ça qui permet d'avoir un équilibre et d'avoir une méthodologie qui marche. Ok. Et du coup, daily le matin, et vous avez d'autres types de réunions de travail? Alors, on a le point du midi où il y a toute Ok. la boîte qui est rassemblée de 15 minutes, de midi à midi et quart. C'est un petit peu la messe, le prêche, où chaque domaine de la boîte, l'équipe sales, aura son 10-15 minutes et ils vont communiquer au reste de la boîte. Le lundi, c'est produit, le mardi, c'est sales, le mercredi, c'est DRH, et le vendredi, pour clôturer la semaine, on a notre CEO qui fait un petit peu compte-rendu de la semaine, compte-rendu des OKR de la semaine, des avancements, etc., pour partager au reste de l'équipe et essayer de donner des directions. Ok, bah là, l'équipe sales va un peu plus dans ce sens-là, l'équipe produit, on vous attend un peu plus là, vous êtes dans vos objectifs, c'est très bien, continuez. Donc voilà un petit peu dans les rituels. Après, nous, on a choisi, c'est moi qui ai fait ce choix-là, qui peut être très critiquable ou pas, c'est qu'on travaille en Scrum. Donc, on a notre sprint planning, on a notre backlog refinement et on a notre démo. Et on fait une démo le vendredi après-midi à toute la boîte. Ok. Alors vraiment, notre démo, comme c'est des sprints d'une semaine, elle dure 15 minutes, 15 à 30 minutes, et on fait une démo à toute l'entreprise. C'est enregistré. Donc ceux qui ne peuvent pas être là, parce qu'il y en a qui ne travaillent pas le vendredi, etc., ils peuvent le voir en asynchrone, nous faire des feedbacks sur Notion, des commentaires et des questions. Ok. Et on a ce moment-là vraiment de communication globale. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est un mix intéressant entre à la fois le synchrone et puis pas mal de petits outils, enfin typiquement le Notion pour réduire les moments de réunion et réduire le temps. J'ai l'impression que vous réduisez à mort le temps de réunion où il y a plein de monde, quoi. C'est-à-dire que même les points équipe avec toutes les équipes, c'est 15 minutes et c'est pas plus longtemps, vous passez pas 1 heure à tergiverser et tout ça. C'est bien. Enfin, je sais que pour des équipes de dev ou des équipes créatives, c'est intéressant parce que sinon si t'as une réunion à 14 heures qui dure 1 heure et demie, t'as presque perdu ta journée, quoi. Yes, exactement. Ok. Ok. Et tu disais tout à l'heure que tu avais des personnes qui travaillaient de Dubaï. Est-ce que c'est des francophones qui travaillent à Dubaï? Est-ce que vous avez une volonté de recruter plus à l'international
Ou est-ce que pour l'instant vous restez avec des Français qui en fait du coup bougent parce que c'est du remote? C'est exactement ce que tu as dit en deuxième, c'est des Français qui bougent. On a des nomades dans la boîte, il y en a qui ont travaillé 2 mois au Maroc, qui sont partis après à Tenerife, qui sont partis dans le sud de la France, etc. Donc là-dessus, Ok, c'est des Français, c'est pas un objectif international, mais c'est vraiment de laisser cette liberté-là aux gens. Ce qu'on dit chez Jamina, c'est qu'on est des adultes, donc on comporte avec nos collègues comme avec des adultes, donc on fait confiance et ils peuvent travailler d'où ils veulent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est vraiment un élément important. Après, pour ajouter là-dessus aussi, c'est que je pense, et ça c'est mon feedback à moi, c'est que quand on travaille ensemble à distance, une entraide peut se créer, mais la solidarité entre les personnes nécessite quand même du contact humain. Et donc nous, chez Jaminal, tous les 3 mois, on a un séminaire assez classique, comme beaucoup de startups qui commencent à faire de plus en plus, où on se retrouve tous 3 jours d'accord. ensemble, on travaille ensemble pendant ces 3 jours-là, mais on fait aussi des activités, on mange ensemble le soir, etc. Et ça, vraiment, moi, pour en avoir vécu un, ça, c'est game changer. C'est vraiment game changer. Ça crée de la solidarité, de l'entraide entre les personnes. Ça veut dire que le salarié qui est à Dubaï, il revient pour le séminaire de trois Yes, quatre jours pour yes, passer du temps avec tout le monde. Ok, yes, yes. Alors, on a ok. 3, 4 séminaires dans l'année. On peut en rater un. C'est pas non plus Ouais, ça. ouais. Mais oui, oui, les billets sont payés. On a des gens qui travaillent de la Réunion. On leur paye leurs billets pour venir. Moi, je suis donc voilà. Ok, intéressant. Et un peu dans la continuité de tout ça, on parlait tout à l'heure de recrutement. Est-ce que vous avez un process d'onboarding des nouveaux? Peut-être un process particulier de recrutement aussi. Comment est-ce que tu recrutes et comment est-ce que tu fais passer les tests, par exemple, en remote et puis après, comment est-ce que tu accueilles les nouveaux? Ok. Alors nous, pour le recrutement, comment ça se passe? Il y a d'abord l'étape Kevin, le DRH, qui va vraiment faire attention à ce que la personne est en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. D'accord. Ça, c'est un élément assez important. Jamina a des valeurs assez fortes. Quelqu'un qui ne se retrouvait pas dedans, je pense que il serait assez malheureux. Et en même temps, ça pourrait mettre à difficulté les personnes qui sont déjà dans l'entreprise. Donc lui, il va vraiment travailler sur ce suite-là, la valeur, la culture d'entreprise. Typiquement, une de nos valeurs, c'est la transparence. C'est-à-dire que les salaires sont visibles, tout est visible. Et moi, cette valeur-là, je la prends et je l'applique dans mon fil, dans mon domaine, c'est la tech. Donc nous, transparence, le code est ouvert, notre qualité de code est ouverte, nos couvertures, tout le monde peut aller voir ça, etc. Au sein de la boîte et à l'extérieur de la boîte, on communique énormément sur ce qu'on fait, sur nos méthodes de recrutement. Là, j'ai fait quelques posts LinkedIn parce qu'on va recruter un junior où je vais expliquer quelles sont les questions qu'on pose à l'entretien, quel est l'exercice qu'on fait en pair D'accord. programming. Donc, quelqu'un qui ne se retrouvait pas dans cette valeur d'entreprise, il ne se retrouvera pas aussi dans la tech parce qu'elle va avoir un impact sur la tech, sur le sujet de la transparence. Ok. Donc voilà ces aspects-là. Donc il y a cette première étape-là. Une fois que la personne a passé cette étape-là, pour l'équipe tech, je vais parler uniquement des types tech, il va d'abord me rencontrer moi, où on va faire une discussion un petit peu théorique, qui n'est pas là pour voir si la personne a des équipes, mais c'est pour faire un petit peu de l'exploration sur les connaissances de la personne. Voir où est-ce qu'il en est, voir ce qu'il connaît en termes de sujet. On va discuter en back-end. Ok, parle-moi de back-end. Qu'est-ce que c'est une API, etc. Qu'est-ce que tu trouves intéressant? Et j'essaie de voir aussi si les gens ont des opinions. Et la première question que je pose à Sylvain, c'est donne-moi une opinion que tu possèdes et qui en général est assez décriée par le reste de la communauté. Je vais donner un exemple. Ok. Moi, je trouve que Swagger, c'est nul. Voilà. Tout le monde trouve que Swagger, c'est génial. Moi, je trouve ça nul si tu utilises ça comme une documentation. Donc voilà. Voilà. Et je demande aux gens vraiment ces questions-là. Est-ce qu'ils ont des opinions? Parce que ça veut dire qu'ils ont une passion pour ce qu'ils font. Ça, après, je peux me tromper, mais D'accord. c'est comme ça que moi je vois les choses. Je leur demande s'ils ont une opinion. Donc voilà. Après, là aussi, à l'inverse, le but de l'entretien, si je vois que la personne n'a que des opinions, ça peut poser problématique. Mais voilà, le but, c'est de trouver comme un équilibre chez la personne. Est-ce qu'il a des opinions Ok. et de voir un petit peu ses connaissances théoriques. Une fois qu'il a passé ça, on lui fait faire, avec le reste de l'équipe dev, du pair programming sur un exercice très très simple. On lui donne une API qu'il doit appeler, récupérer la donnée et l'afficher dans un projet front. D'accord. Et le but, Ok. vraiment, c'est un exercice très simple. C'est vraiment quelque chose que les développeurs font tous les jours, mais c'est de discuter avec lui et de voir un petit peu quels sont les différents outils lui qu'il a pour résoudre ça et comment il peut faire ça. Entre, bien sûr, il a un temps d'une heure pour faire ça, mais on attend lui qui nous explique, voilà, si j'avais un peu plus de temps, voilà telle méthodologie j'utiliserais, etc. Et Et oui, du coup, le pair programming, c'est fait en remote. Tu fais ça avec du exactement. partage d'écran ou du live share.
Voilà. LiveShare, génial. Merci Microsoft et Visual Code. C'est vraiment un outil extraordinaire qui marche très très bien. Et s'il n'y a pas ça, juste partage d'écran. Et alors, j'en profite, je saute un petit peu ce sujet, mais vraiment, avec des outils maintenant qu'on a comme Visual Code, LiveShare, on n'a plus d'excuses pour ne pas réussir à travailler à distance. En fait, il y a tous les outils qu'il faut pour travailler de façon extrêmement confortable. Ouais, je suis assez d'accord. Il n'y a même plus besoin d'avoir d'IDE maintenant avec Visual Code LiveShare. Je peux avoir un IDE dans mon navigateur GitHub qui va me sortir un Visual Code et je peux me connecter et participer avec la personne sur juste un navigateur. J'ai même pas besoin d'avoir un setup sur mon PC. Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc voilà un petit peu pour nos tests techniques. Et après ça, il rencontre nos cofondateurs pour une dernière étape. Ok. Et une fois qu'il a passé le recrutement et qu'il est embauché, il commence tout de suite ou vous avez une zone d'onboarding? Yes, on a une zone d'onboarding. Donc, par rapport à cette zone d'onboarding, en fait, elle évolue petit à petit. Comme moi, je suis arrivé, il n'y en avait pas une forcément. Alors, il y en avait une, mais qui était très tech. Et donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai demandé, ok, laissez-moi, moi, je voudrais passer 2 jours avec 2, 3 jours avec les grosses marketeurs, les grosses stratégistes, voir comment ils travaillent, voir comment ils font du growth, voir comment ils aident les entrepreneurs. Et donc, j'ai pris plein de notes et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai posé des questions à la suite. Donc, vraiment, l'idée, je l'ai fait pour moi-même. L'idée, c'est de leur produire avec tous les nouveaux développeurs qui arrivent. C'est que ils vont passer 2, 3 jours à écouter nos formations, à utiliser notre produit l'antichambre, à passer du temps avec un gros stratégiste qui est en train de faire. Parce qu'en fait, certes, maintenant, on fait de la formation, on fait beaucoup moins de services, mais on crée des mini-projets, c'est même pas des mini on crée des mini-entrepreneuriats à l'intérieur de la boîte pour tester nos méthodologies et pour découvrir des nouvelles méthodologies qu'on va pouvoir après donner en termes de formation. Donc, dans ces moments-là, c'est des moments aussi où on peut en profiter pour faire onboarder nos développeurs pour qu'ils comprennent un peu plus le monde de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment notre onboarding principal premier. Après, deuxième étape, c'est pair programming. Il ne développe pas. Il développe en pair programming 2, 3 jours avec un autre développeur. Et ça, pour moi, c'est un élément stratégique très important que j'utilise. C'est pour casser tout de suite cette culture du shaming d'avoir 2 développeurs qui travaillent en même temps ensemble. Tout de suite, on installe un petit peu le temps. Il n'y a pas de honte à travailler à 2 en même temps sur un PC. Et on peut avoir ce côté un petit peu self-limitant de la personne qui vont se restreindre à utiliser cet outil qui est extraordinaire de travailler à 2 sur une problématique qui permet de résoudre des problématiques complexes ou même d'aller plus vite. Et donc, dès de suite, on le met en 2, 3 jours en pair programming pour dire t'es pas en train de perdre du temps, ne te stresse pas parce que vous êtes à 2 en train de faire une US qui est même peut-être très simple. C'est une bonne chose, on sait le faire et l'habitude de le faire. Donc voilà, dans notre boarding, peut-être qu'un jour j'aurai plus besoin de le faire parce que la culture générale du développement sera que de faire programming ou le mot programming c'est génial, etc. Mais là j'ai besoin de faire ça quand j'ai quelqu'un qui rejoint l'entreprise. Ça te permet aussi j'imagine, de du coup créer des liens avec les gens, parce que du coup, si le nouveau il vient tout de suite bosser avec quelqu'un existant, enfin tu vois, il se passe des échanges, j'imagine, et que du coup c'est plus facile que de bosser tout seul avec son GitHub. Exactement. Ok. Exactement. Intéressant. Et du coup, pour aller un peu plus loin dans le management, est-ce que tu as des pratiques de management qui particulières? Comment est-ce que tu contrôles, on va dire, que le taf est fait? Parce que tu sais, il y a un peu toujours l'angoisse autour du remote, surtout je pense en France, où oh là là, mais mon salarié est pas sur sa chaise, je vois pas comment il travaille, du coup j'ai toujours un peu l'angoisse qu'il travaille pas. Est-ce que toi t'as résolu ça très simplement? Enfin, comment est-ce que tu gères ça? Je vais donner une réponse déjà très bête et très simple. Quelqu'un qui ne travaille pas, ça se voit, mais directement. Ça se voit quand j'étais sur site, dans des locaux ou à distance. On le voit au bout si on a des sprints ou peu importe, au bout de la semaine, on voit ce que la personne a produit. Quand tu as un petit peu de recul, tu sais si ce qu'il a fait, ça mérite le temps qu'il a passé ou pas. Et si ça ne mérite pas, tu lui poses quelques questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, même dans des bureaux, au bout d'une semaine, quelqu'un qui n'a rien fait, j'arrivais, j'ai rencontré ces personnes-là. Alors moi, il était au bureau, il était assis à côté de moi, je le voyais taper sur son clavier, mais au bout d'une semaine, même si je l'ai vu taper dans son clavier et être toujours là, je me suis rendu compte qu'il n'a rien foutu. Et voilà. Ouais. Donc, de base, la production, elle se voit. Donc, c'est la première chose. Maintenant, je vais même être plus cash. Le gars, il a travaillé 2 heures, il m'a berné, il a produit en 2 heures ce que moi, je m'attendais à ce qu'il produise en une journée. Ah, tant pis, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Ouais. Moi, je m'attendais à ce qu'un développeur produise ça. Je vais pas chercher. Alors bien sûr, il y a des choses qui vont se voir. Si d'autres développeurs ont besoin d'aide, il est jamais là pour aider. Nous, c'est quelque chose qui va être pris en compte dans les performance reviews que moi je vais faire avec eux. En fait,
tel moment, moi j'ai remarqué dans la semaine, t'as jamais aidé, voilà, de telle date, faut toujours donner des exemples assez précis, qu'on fait une performance review, voilà, peut-être pas trop, etc. Ça peut-être jouer au compte, mais ça ne jouera pas au compte au fait que il fait pas ses heures. Ça jouera au compte qu'il n'est pas là disponible pour les autres. Donc voilà, moi je pense que c'est deux choses, ça se voit de façon très évidente, quelqu'un qui travaille, qui ne travaille pas, et quelqu'un qui est extrêmement productif et qui peut produire en très peu de temps, tant mieux pour lui. Voilà. Donc le recrutement chez vous, il se fait en full remote tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont une petite période, un jour ou deux, où tu as un peu de l'équipe technique qui vient en présentiel, tu vois, par exemple, pour mettre en jambe. Vous, c'est remote tout de suite. Du tout. Non, remote Ok, tout de suite. Non. ok. Honnêtement, après, je viens pas avec moi la parole sacrée, j'ai la vérité unique, mais je vois pas l'intérêt en fait. Je connais cette méthodologie-là de se dire, ok, quand il y a un nouveau dev, tous les techs se rassemblent, on va dans le siège et on va travailler une journée ensemble ou 2 jours. Euh, je pense que ça se fait à distance. Et si c'est une question de créer du lien, il y a d'autres méthodes pour le faire. Comme je disais, on a les séminaires tous les 3 mois, mais aussi on a ce qu'on appelle une demi-journée par mois où on peut se retrouver sur Paris tous ensemble où les billets de train sont payés, Ok. etc. Donc voilà, pour faire du lien entre Et les est-ce que vous personnes. avez un... Mais je Excuse-moi, pense est-ce que vous avez aussi un espèce de call? Alors je sais qu'il y a aussi des entreprises comme GitLab qui fait ça, qui fait des coffee hours, où c'est une espèce de réunion assez rapide qui en fait est juste là pour boire un café avec ses collègues. Est-ce que vous avez ce genre de pratique ou pas? Alors, on avait un meet tous les jours, un horaire spécifique pour faire Ouais, des coffee breaks. Et il y avait personne. Il y avait personne qui y allait. Quand je suis arrivé, j'ai une ou deux fois, j'ai réussi à prendre un café là-dessus. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'on allait mettre un Slack et tu mets un message dedans quand tu veux faire un break, un coffee break. Donc, c'est ce qu'on fait. Alors, moi, déjà quand je suis arrivé, ce que j'ai fait, ce que je recommande à tout le monde, c'est que j'ai pris une pause café avec toutes les personnes de la boîte. Et à chaque fois que je prenais une pause café avec quelqu'un de la boîte, je lui disais, OK, j'ai pris une pause café avec toi. Dis-moi quelle est la next personne dans l'entreprise qui doit prendre une pause café. Comme ça vous permet de faire un petit peu le tour de tout le monde dans la boîte. Et à ce côté un petit peu marrant où chacun désigne la prochaine personne que tu vas rencontrer dans la ouais, boîte. Donc voilà. ok. Voilà. Donc ouais, on avait ce moment-là, mais ça n'a pas trop marché. Donc Donc vous avez arrêté. on a vite arrêté après mon arrivée. Ça Ouais. marche, ok. Dernière question, une question que je pose à peu près à tous mes invités. Quels sont les conseils que tu donnerais à un junior qui veut basculer sur du remote ou à une entreprise qui veut basculer sur du remote? Déjà, posez-vous la question, avant toute question sur le remote en soi-même, est-ce que vous suivez, je parle vraiment à la partie tech, toutes les bonnes pratiques côté tech? Parce que ça vont beaucoup simplifier énormément de choses. Donc quand je dis ça, c'est est-ce que quand vous donnez des features à développer, elles sont petites, c'est-à-dire des features de 1 à 2 jours de développement. Parce que si vous faites des tunnels, ça marche pas déjà quand on est tous ensemble. Donc si vous faites des tunnels à distance, ça marchera encore moins. Ça dépend en fonction de la personnalité de la personne. Le gars va se mettre dans une solitude noire, mais obscure, horrible. Donc déjà, bonne pratique, des petites features courtes de développement. Ça Ouais. marche dans tous les cas. Ayez de l'automatisation de vos process, dans votre qualité, etc. Déployer vraiment, c'est des éléments classiques. Faites des petites, nous on déploie une fois, alors on vient de commencer, donc on déploie une fois par semaine. Donc, c'est ce qu'on s'est dit comme objectif, c'est on déploie en prod une fois par semaine. On part, c'est le minimum qu'on se donne et on va s'améliorer pour aller plus loin après. Mais déjà ça. Donc faites des déploiements très courts, très petits. Ça vous évitera d'avoir des problématiques de bugs trop souvent qui vont être difficiles à gérer en prod parce que vous ne rappellerez pas Ouais. et vous n'aurez pas forcément de discussion facile. Donc si vous déployez de fréquences assez courtes, vous aurez des bugs plus petits, plus faciles à raisonner et plus faciles à gérer entre guillemets. Donc ce sera aussi à distance plus simple. Autre chose, vraiment, c'est pas parce que vous êtes à distance que vous ne devez pas encore plus travailler sur ce qu'on appelle le visual management. C'est-à-dire quand vous faites un daily, ne faites pas un daily juste à l'audio oral où quelqu'un parle. Non, quand vous faites un daily, il y a une personne qui partage son écran avec un Kanban que tout le monde peut voir. Vous déplacez les US, etc. Sinon, moi j'ai déjà eu beaucoup des équipes qui commencent et qui sont, ça leur est pas venu d'esprit et ils font ça juste à l'oral sans avoir aucune projection et en fait personne ne comprend personne. Donc vraiment, ayez un minimum de visual management dans vos délits, Ouais. avec votre Kanban, les tâches si vous travaillez en Kanban, avec quand vous faites votre daily, avec une petite colonne, pourquoi pas avec les congés, les dates, etc. Les actions de rétrospective que vous avez pu faire, affichez-les pour pas les oublier, etc. Donc ayez ce visual management quand vous parlez au daily.
Et aussi, dernier peut-être conseil que je donne, après si tu veux que je rentre dans le détail, je peux le faire sans problème, c'est n'hésitez pas aussi quand on fait des réunions à avoir une personne qui va faciliter la réunion, un facilitateur de réunion, qui va définir un plan et qui va timekeeper cette réunion-là. Donc, ce que je donne, c'est des conseils assez classiques en fait, qui marchent dans tous les sens, mais qui vont être extrêmement pertinents aussi en remote. Et en fait, le remote, l'angoisse de la solitude arrive vite. Donc, toute problématique qui existait, qu'on allait dans les bureaux, va être multipliée par 2, par 3. Donc, vraiment, accrochez-vous plus aux bonnes pratiques. Et bien sûr, essayez des méthodologies comme la synchrone, enregistrez des réunions, partagez des vidéos, faites des résumés de vos réunions et une page qui contient tous les résumés de ces réunions-là, etc. Avec quelques bullet points d'action, ne pas non plus faire des romans et perdre énormément de temps là-dessus. Donc voilà les conseils que je peux donner de façon assez rapide. Ouais, ok. En fait, tu dis le remote, c'est un espèce de grossisseur de traits sur les défauts préexistants ou sur les défauts de méthodologie. Et donc, soyez parfait sur la méthodo et comme ça glissera tout seul, quoi. Y a un point que t'as soulevé plusieurs fois et qui moi m'intéresse pas mal. C'est la solitude quand t'es en remote. Comment est-ce que toi est-ce que tu arrives à le détecter suffisamment vite? Est-ce que tu as eu des fois dans ton expérience, tu t'es rendu compte qu'en fait un développeur était parti dans sa spirale noire tu vois, en se disant je vais pas y arriver, je suis tout seul, c'est trop dur et tout ça. Quelles sont les bonnes pratiques que tu as mis en place pour ça et comment est-ce que parce que je sais que enfin voilà, t'en as parlé plusieurs fois donc ça m'intéresse. Alors, déjà, rappeler une chose, dire aux gens que certes au daily on parle des points de blocage, mais si vous êtes bloqué, n'attendez pas le daily pour évoquer. Si le point de blocage existe toujours, dites-le au daily, c'est important de le dire à tout le monde, mais si vous êtes bloqué, n'attendez pas le lendemain, n'attendez pas 24 heures pour donner une problématique. Deuxième chose, moi, la règle que je m'en passe, que vous soyez junior, senior, peu importe, si vous êtes bloqué plus de 20 à 30 minutes, vous le dites et vous demandez à ce qu'une personne regarde avec vous. Ok. C'est vrai que simple, vous êtes bloqué plus de 20 à 30 minutes, vous posez la question et vous demandez à quelqu'un qui regarde avec vous. Il y a très forte raison que il vous faut soit du recul. C'est pas que l'autre personne est meilleure que vous ou autre. Non, non, non. C'est qu'il va venir apporter un deuxième regard, que vous allez peut-être lui expliquer, qui va donner peut-être d'autres pistes et que vous allez y arriver. Mais ça ne sert à rien d'être bloqué plus longtemps. C'est une perte de temps en termes de vélocité et de productivité. Si vous êtes bloqué, parce que moi, en général, vous avez essayé toutes les cartes en général au bout d'une demi-heure que vous connaissez. Donc, évoquez-le. Et donc, ça, c'est une règle forte. Et le problème, c'est que quand on met cette règle en place, souvent, il y a certains profils de type de développeurs qui vont quand même continuer à essayer de travailler tout seul parce qu'on leur a expliqué que l'autonomie, c'était de travailler 15, 20 heures, 30 heures tout seul jusqu'à ce que je trouve le problème. Ouais. Alors que c'est pas ça l'autonomie. L'autonomie, c'est j'ai essayé toutes les solutions que je suis en connaissance et j'ai essayé de me documenter un petit peu pour peut-être émerger. Mais si j'ai grillé toutes mes cartes, ça y est, c'est pas grave. Vous demandez. Et en fait, c'est ça l'autonomie. C'est de se rendre compte que j'ai grillé toutes mes cartes et que je dois demander à une autre personne. Ouais. Donc, j'essaie d'avoir cette pédagogie-là, d'expliquer, d'avoir cette règle dumb rule qui est assez simple à mettre en place. Je suis bloqué 20, plus de 30 minutes. Je demande de l'aide tout de suite. Et ça marche? Et moi, en tant que tech lead CDO, je le fais aussi. Quand je suis bloqué au bout de 20 à 30 minutes, attention, si vous êtes tech lead et que vous ne l'appliquez jamais, ne vous étonnez pas que les gens qui travaillent avec vous ne le feront pas. Et c'est impossible que même si vous êtes tech lead, vous n'êtes jamais arrivé à être bloqué. C'est juste que psychologiquement, vous n'avez pas fait ce déclic-là chez vous aussi. Ouais, et puis pour l'avoir fait longtemps, c'est un métier compliqué. Il y a des fois où juste tu vois plus les choses en fait. T'es fatigué ou t'as passé trop de temps, tu t'es pris trop la tête sur un truc. Et effectivement, il y a même le truc du rubber duck là où tu parles à ton canard et en fait juste le fait d'exprimer des fois ça marche quoi. Donc du coup ça veut dire que tu fais un call en fait, tu envoies un message sur Slack en disant help, j'ai besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un est motivé pour en discuter quoi. OK. VS Code Live Share, hop, on se met à deux, on regarde. S'il bloque tous les deux encore une demi-heure, on redit sur Slack. On met un troisième développeur s'il le faut. Okay. Si ça marche pas, on demande avec le product manager pour discuter en équipe de prod d'une action, etc. Mais en général, à deux, ils y arrivent. Si à deux, ils n'y arrivent pas, avec un troisième regard, ils y arrivent. Et si à trois, et c'est vraiment des cas très très rares, ils n'y arrivent pas, on discute avec le product manager. Peut-être qu'on discute avec lui, il va vous dire, vous savez quoi, cette partie-là de l'US, on va la retirer, on s'en fiche. Vous avez fait le plus important et ça a suffisamment de valeur ajoutée pour l'utilisateur. Donc, on envoie au chi. Et si on suit cette règle-là, en fait, on a fait quoi? On a passé 20 minutes, on était bloqué. Ah, on a eu de l'aide, on s'est débloqué de suite. Ah, encore 40 minutes, une heure. On a discuté avec le product manager, on a retiré quelque chose qui était dans l'US qui nous bloquait. On a quand même déployé, on a produit de la valeur ajoutée au client au bout d'une heure. Ouais. Alors que si on suit les schémas de raisonnement classiques, peut-être qu'on a passé 48 heures, 72 heures dessus
Et c'est dramatique en termes de vélocité, même d'un point de vue d'une entreprise. Ouais, même d'un point de vue, moi pour l'avoir vécu plusieurs fois, d'un point de vue même psychologique, c'est dramatique. Parce qu'en plus, souvent, c'est des trucs idiots. Enfin, et tu te dis, putain, j'ai passé 24 heures sur ce truc, alors qu'il manquait un point virgule à la ligne 43, un truc idiot, tu vois. Je suis un escroc, je suis un voleur. C'est ça. Vous inquiétez pas, moi je travaille depuis 10 ans et ce point virgule, alors c'est peut-être plus le point virgule, mais ça peut m'arriver, ces petites bidouilles là, et on reste bloqué, donc ça arrive à tout le monde. Donc, voilà. Ok, super intéressant le conseil des 20 minutes. Je crois que c'était dans l'épisode numéro 1, Bob, il nous avait dit la même chose. 30 minutes, j'appelle quelqu'un. Et donc c'est probablement une bonne pratique, c'est plusieurs fois que ça revient. Parce que c'est vrai que cette histoire de spirale et de syndrome de l'imposteur et tous ces trucs-là, c'est quelque chose qui est difficile, je pense, encore plus en remote. Donc très intéressant. Écoute, merci beaucoup Youssef pour cet entretien, c'était super cool, j'ai appris plein de trucs. Ça a l'air très intéressant de travailler avec toi et chez Germinal. Où est-ce qu'on peut te contacter? LinkedIn. Ok. Vraiment LinkedIn, moi j'essaie de faire des posts beaucoup et je fais énormément de posts pour les juniors. Et j'essaie aussi de le faire dans le sens où je pense qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les juniors sont suffisamment assez formés et que c'est peut-être les entreprises qui sont pas assez formées à accueillir des juniors dans leur entreprise. Et donc, je fais pas mal de posts LinkedIn pour les juniors et comment les entreprises peuvent mieux accompagner leurs juniors dans leur entreprise. Et c'est très bénéfique et j'explique pourquoi c'est bénéfique d'avoir des juniors dans son entreprise. Donc, vraiment, c'est LinkedIn principalement où j'écris le plus. Ok, bah écoute, je mettrai ton LinkedIn dans la description du podcast. Merci beaucoup pour cet épisode, Youssef. Merci à toi, Xavier. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.